Guillaume Fard, la pression terroriste a augmenté d'un cran ces dernières semaines, avec en plus les Jeux Olympiques, je le disais, en ligne de mire. On est là dans une période particulièrement vulnérable ? Disons que les Jeux Olympiques, par nature, sont un événement menacé par le terrorisme. Depuis 50 ans, depuis les Jeux de Munich en 1972. Et vous ajoutez au fait que les Jeux Olympiques sont menacés en tant que tels, le fait qu'ils vont se tenir en France, la France étant un pays menacé. Donc en fait, vous empilez deux menaces, la menace des Jeux, la menace de la France. Maintenant, dans le cas particulier de la France, il y a trois types de menaces. Il y a la menace extérieure, la menace intérieure, et puis le cas particulier des individus radicalisés en détention. La menace extérieure, c'est les attentats complexes, qu'on appelle projetés, qui sont organisés depuis l'extérieur des frontières. Je rejoins totalement Florent Vadillo quand il dit que celle-ci, elle est peut-être de moindre intensité, parce que l'assise territoriale des organisations djihadistes, Al-Qaïda, Daesh, a été réduite au moins en zone syro-irakienne. Ensuite, il y a la question de la menace intérieure. Il y a un nombre important de personnes qui sont sur le territoire national, qui sont fichées. Il y a 20 000 fiches au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Et puis, il y a la question très spécifique de la détention. Il y a plusieurs centaines de personnes radicalisées en détention, plusieurs centaines de personnes aussi condamnées pour des faits de terrorisme, dont plusieurs dizaines sortent chaque année. Et on a eu le 2 décembre dernier le premier attentat meurtrier commis par quelqu'un qui avait été condamné pour des faits de terrorisme, emprisonné, sorti, et qui recommence. Et donc, tout cela cumulé fait que, oui, le niveau de la menace est un niveau élevé en France. Gérald Darmanin a déclaré « Nous empêchons des attentats de se dérouler quasiment tous les mois en France ». Est-ce qu'on a des chiffres à ce sujet, Guillaume Fard ? Oui, le Premier ministre les a rappelés dans le son que vous venez de diffuser, 45 depuis 2017, c'est 2 tous les 3 mois, si on devait faire une statistique, déjoués par la Direction générale de la sécurité intérieure, qui est le service de renseignement chef de file en matière de lutte antiterroriste. Et après, la nature des projets n'est pas toujours communiquée. Par définition, il y a une part de secret aussi. Mais qu'est-ce que l'on sait justement ? Et qu'est-ce que l'on peut imaginer, supputer ? Qui est visé ? Ce que l'on sait très concrètement, c'est que sur les 20 000 personnes qui figurent dans ce fichier FSPRT que je mentionnais tout à l'heure, vous avez 5 000 fiches dites actives, c'est-à-dire alimentées régulièrement par les services de renseignement. Et sur ces 5 000, petit millier de personnes qui présentent un risque de passage à l'acte imminent ou en tout cas plus avancé. Oui, mais que qui les cible 5 000 qui ? C'est très variable. Il y a des lieux de culte, il y a des manifestations sportives, festives, récréatives, ça peut être des centres commerciaux. Enfin, il y a de multiples cibles dès l'instant où elles ont une charge symbolique forte et où elles peuvent faire de multiples victimes. Et après, il y a des éléments qui tiennent aussi à la trajectoire personnelle d'un individu. Celui qui a frappé Arras le 13 octobre dernier avait été élève de cet établissement, ou alors de pure opportunité. Vous pouvez choisir l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray parce que c'est dans le périmètre immédiat de là où vous résidez. Donc c'est très difficile d'anticiper une cible. Est-ce que les attentats aussi ont changé de visage, de mode opératoire depuis des années, Guillaume Fard ? On évoque aujourd'hui des menaces cyberterroristes, des attaques au moyen de drones. On a l'impression, vous parliez il y a un instant, Florent Vadillo, de l'attentat un peu low cost. Là, on est dans un attentat un peu de haute technologie. Est-ce que ça fait partie aussi des attentats redoutés ? Oui, il y a le très sophistiqué et le très rudimentaire, on peut dire. Et là, vous avez une échelle et vous pouvez positionner différents modes opératoires. Le très sophistiqué, c'est par exemple l'attentat ou les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Envoyer des gens depuis l'Afghanistan sur le territoire américain, les laisser se préparer, prendre des leçons de pilotage, capturer, prendre le contrôle de 4 avions, puis ensuite les faire s'écraser dedans les tours jumelles, sur le Pentagone et en Pennsylvanie. Bon, c'est très sophistiqué, c'est très complexe. Les attentats du 13 novembre sont des attentats assez sophistiqués aussi, préparés depuis la zone syro-irakienne, puis depuis la Belgique, multisites, Stade de France, Terrasse, Bataclan. Les attentats de Madrid ont une forme de sophistication aussi, pour avoir un attentat ou des attentats de grande ampleur sur la gare d'Atocha. Ça reste les attentats les plus meurtriers d'Europe d'ailleurs, ceux du 11 mars 2004. Donc maintenant il y a la question du cyber. Vous posez la question, le cyber, ça consiste en quoi ? Parce que là, en fait, ça désigne un mode opératoire. C'est que vous allez utiliser les moyens numériques, informatiques, pour commettre un attentat. Un exemple, vous prenez le contrôle d'un carrefour à feu. Alors, il y a beaucoup de villes qui aujourd'hui ont des carrefours à feu tricolore qui sont opérés depuis une salle de commande, et donc vous faites passer les feux du rouge au vert, du vert au rouge. Bon. Vous imaginez ce qui pourrait se passer si on déréglait cela. Et si vous faites passer les feux du rouge au vert quand il ne faut pas, vous créez des accidents mortels de la circulation. Bon, mais ça reste quand même très sophistiqué.
C'est très élitiste. Prendre le contrôle d'un avion en piratant un réseau Wi-Fi. Il y a du Wi-Fi dans les avions désormais. Vous faites écraser un avion en ayant pris le contrôle via le réseau Wi-Fi. Vous voyez aussi les dégâts. Donc en fait, ça désigne un mode opératoire que peuvent utiliser des organisations criminelles et aussi des organisations terroristes. Je voudrais savoir comment on déjoue un attentat, parce qu'il y a une lutte antiterroriste en France. On a Gérald Darmanin qui dit on déjoue un attentat tous les mois, grosso modo, dans notre pays. On fait comment ? Il faut essayer de deviner ce que des organisations terroristes projettent ou ce que des individus qui sont rattachés à elles projettent. Donc des individus qui sont déjà signalés pour certains, oui. Pour d'autres, pas toujours. C'est précisément la difficulté. Et un service de renseignement n'a que 3 moyens de collecter de l'information. Le premier, on l'oublie souvent, c'est la coopération. C'est-à-dire l'information que va partager un service partenaire. Les services de renseignement coopèrent tout le temps. Tous, avec tous. Les Français avec les Russes. Les Français avec des services d'État qui seraient des dictatures, pour échanger du renseignement et ainsi parvenir à avoir une bonne information. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les sources, notamment les sources humaines, des individus qui pourraient vous donner cette information. Et enfin, il y a la technique. La technique, c'est les balises, c'est les écoutes, c'est l'interception de connexions Internet, c'est poser des micros chez quelqu'un, dans sa voiture, etc. Tout ça cumulé fait que vous devez parvenir à avoir de bonnes informations. Puis après, il y a aussi la part d'aléa. Le risque zéro n'existe pas. Quelqu'un peut décider de passer à l'acte subitement avec peu ou pas de moyens, et là, c'est quasiment indétectable. J'ajouterais en complément que nulle part dans le monde, il n'y a de système infaillible. Vous pouvez être un régime autoritaire comme la Russie, avoir l'attentat de Moscou. Vous pouvez être une démocratie avec des moyens très conséquents sur le renseignement comme les États-Unis, avoir l'attentat de Boston. Et rien n'est infaillible. Dans le cas de l'attentat d'Arras, ça s'est joué à quelques heures. L'auteur de cet attentat le 13 octobre dernier, la DGSI avait commencé le travail d'infiltration de son téléphone pour capter des éléments qui allaient pouvoir le confondre et, comme disait Florent Vadillo, le mettre hors d'état de nuire sur un plan judiciaire. Il a manqué quelques heures. Vous voyez à quoi ça tient parfois. Et donc quand vous êtes un service de renseignement, vous imaginez la déception qui peut être la vôtre. Parce que pour une affaire d'heure, vous avez un homme, Dominique Bernard, qui perd la vie. De sécurité renforcée, on est donc passé au niveau urgence attentat. On l'a été souvent, Guillaume Farl ? Oui, on a pu l'être par le passé. La fois passée, c'était après l'attentat d'Arras, le 13 octobre dernier. 4 fois depuis 2016, c'est ça ? Voilà, exactement. Puis on communique rarement sur le moment où on cesse d'être en niveau 3, au mois de février de cette année. Alors, j'allais vous demander justement. On est passé au niveau 2 et puis le Premier ministre a annoncé qu'on est revenu au niveau 3 après l'attentat de Moscou. Le principe de ce nouveau plan Vigipirate à 3 niveaux, vous savez, auparavant, on avait des couleurs. Alors, expliquez-nous. En fait, en 1995, donc vous mettez en place le plan Vigipirate, puis vous avez le système de couleurs. Une fois que vous étiez arrivé à rouge écarlate, politiquement, c'était difficile d'assumer de redescendre. Et donc, ça n'a aucun intérêt. Un plan où vous montez les marches de l'escalier, puis tout en haut, vous ne pouvez plus jamais redescendre en intensité. Alors que par définition, la menace terroriste, elle est évolutive. Il faut pouvoir tenir compte de sa modularité. Et donc, il y a des moments où elle est peut-être plus intense, des moments où elle est moins intense. Il faut réajuster le dispositif. Donc, ça ne convenait pas, ce système de couleurs. Et donc, on a inventé un système à 3 niveaux où il peut y avoir des variations, notamment entre le niveau 2 et 3, puisque le niveau 3, urgence attentat, est limité dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, ça peut être tout le territoire national ou une zone spécifique. Par exemple, quand il y a eu l'attentat de Strasbourg en décembre 2018, ça pouvait être une zone. La zone de Strasbourg. On recherchait un homme dans ce périmètre-là, pas sur l'ensemble du territoire national. Et puis dans le temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester à ce niveau pendant des mois et des mois. Généralement, c'est très variable. Ça dépend de l'évolution de la menace et de la mesure qui en est faite de façon quotidienne, hebdomadaire. Et donc, comme je le disais, au mois d'octobre, on était niveau 3. Février, on redescend. Là, c'est remonté. Est-ce que ça va rester comme ça jusqu'aux Jeux Olympiques ? Je n'en sais rien, peut-être. Et après les Jeux Olympiques, sera réévalué. Mais en tout cas, ça a été conçu pour pouvoir bouger et qu'on ne reste pas figé éternellement au niveau maximum. En termes de moyens, on nous parle de 4000 militaires qui vont être déployés sur tout le territoire, mais c'est vrai que pour la population, ça paraît... Alors, on voit plus de militaires dans les gares, dans les aéroports... Mais concrètement, ça apporte quoi ? Enfin, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il y a toute une série de sites qui sont considérés comme sensibles. Donc ceux qui ont été cités tout à l'heure par Gérald Darmanin, les lieux de culte. Généralement, c'est des lieux de culte, des établissements scolaires, des établissements recevant du public comme des salles de concert, les gares, les aéroports, les lieux de connexion en termes de transport. Et puis on va renforcer la surveillance humaine, c'est-à-dire les patrouilles physiques, les gardes statiques. Et donc on fait appel pour cela, notamment aux militaires de l'opération Sentinelle. Le dispositif peut être statique, il peut aussi être dynamique
Pour l'expliquer simplement, ça veut dire qu'au lieu d'être figé en protection d'un lieu, vous allez tourner et protéger plusieurs lieux simultanément avec des parcours, des rondes, des circuits. Et cela, autant de temps que les services du Premier ministre, sur avis du ministre de l'Intérieur, l'estimeront nécessaire. Là, on est au maximum ? Oui, niveau 3. On est au top du plan Vigipirate. Là, oui, niveau 3, c'est le maximum. Et après, quand vous avez des annonces, typiquement le ministre de l'Intérieur qui vous dit parce qu'un match de foot est menacé par une organisation terroriste, je vais mettre des moyens supplémentaires. Mais en fait, vous êtes déjà au maximum. Donc on va en avoir des moyens supplémentaires autour des stades pendant la Ligue des Champions ? Des effectifs supplémentaires. Le maximum du maximum sera atteint pendant les Jeux Olympiques, puisque pour avoir 45 000 policiers et gendarmes en Île-de-France par jour, jusqu'à la fin de la séquence olympique, il faut tout simplement demander à l'ensemble des policiers et gendarmes de ce pays de décaler leur congé d'été. C'est-à-dire que l'ensemble des militaires et fonctionnaires disponibles devront être au travail pendant une période donnée. C'est inédit à l'échelle de l'histoire de notre pays. Heureusement qu'on organise les Jeux qu'une fois par siècle. Bon, une fois par siècle, on demande aux policiers et gendarmes de décaler leur congé. Mais vous voyez à quel point, pour arriver à des effectifs dans de telles proportions, il faut prendre des mesures qui sont des mesures jamais vues jusqu'alors. Ok. On sait à peu près combien il y en a là dans chacun des fichiers sur... Pour le FSPRT, qui suit en fait les terroristes djihadistes, islamistes, on pourrait dire, pour simplifier, je vous indiquais que les derniers chiffres qui ont été communiqués publiquement par le ministre de l'Intérieur, c'était 20 120 fiches, c'est-à-dire de personnes qui ont été inscrites une fois dans ce fichier. Bon. Ça ne veut pas dire que toutes sont actives et que toutes nécessitent qu'on renseigne leurs fiches de façon régulière. Les fiches renseignées régulièrement, donc dites actives, c'est 5 000 sur 20 000. D'accord, mais quand on est fiché, on reste fiché. Après, il peut arriver un moment où le service de renseignement va considérer qu'il n'est plus opportun de vous maintenir fiché. Mais dans les 20 000, c'est des gens qui sont fichés. Après, ça ne veut pas dire parce que vous êtes fiché. La fiche, c'est une mise en éveil. Ça veut dire, attention, cette personne, peut-être que, sait-on jamais, il faudrait la surveiller d'une façon ou d'une autre. Et ensuite, quand la fiche est active, ça veut dire qu'on va renseigner le fichier, on va renseigner la fiche. On va dire, cette personne, elle a fait ceci. Tel jour, elle a été vue là. Elle est entrée en contact avec un tel. On a telle information sur elle parce qu'elle s'est connectée ou numériquement, elle a fait ceci ou cela, elle a laissé telle empreinte numérique. Mais les personnes fichées font l'objet d'une surveillance alors ? Surveillance, si vous entendez par surveillance une surveillance physique par des fonctionnaires de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non, pas toutes, parce que toutes ne le nécessitent pas et que de toute façon, on n'a pas les moyens humains de surveiller avec une telle intensité toutes ces personnes simultanément. Mais ça vise qui ? Ça vise pas que les personnes liées à l'islamisme radical, c'est ça ? Toutes les atteintes à la sûreté de l'État, alors des personnes qui peuvent avoir des visées terroristes liées à l'extrême droite, à l'extrême gauche, des activistes politiques, des personnes du grand banditisme, toutes ces personnes qui pourraient porter une atteinte à la sûreté de l'État. Et après, c'est un fichier qui est le fichier des personnes recherchées, donc ça vous donne une posture. Par exemple, si vous avez un contrôle routier, vous allez donner vos papiers, on va vous passer au fichier des personnes recherchées, vous êtes fiché S, ça va biper, on va vous dire, Madame Flamand, il faut relever son identité et la posture, ça va être dire où elle était, avec qui elle était à ce moment-là. Laissez repartir. Et ensuite, les services qui sont plus particulièrement en charge de votre cas auront cette information. Et eux en feront ce qu'ils ont à en faire. Parce qu'on a le sentiment qu'il y a de plus en plus de violence. On s'inquiète des attentats dans les établissements scolaires. Disons que parmi les auteurs d'attentats terroristes meurtriers depuis 2012, on avait eu de très jeunes majeurs. L'assassin de Dominique Bernard, l'assassin de Samuel Paty, Abdullah Kanzourov, très jeune majeur, 18 ans. Là, dans les communications récentes et publiques de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, il a été dit qu'on voyait de plus en plus de mineurs impliqués dans des projets. Donc oui, c'est quelque chose qui est surveillé. Guillaume Farne. Je crois que le message concernant les Jeux Olympiques, ça rejoint ce que disait Florent Badiou tout à l'heure sur la posture de résilience. Il ne faut pas s'interdire de faire des choses parce que cette menace existe. Vous savez, depuis 2015, il y a des personnes qui meurent chaque année dans des attentats terroristes islamistes. Il n'y a pas d'année blanche de ce point de vue. Même 2022, il y a un mort, c'est Yvan Colonna, c'est en détention, mais il y a un mort tout de même. Et si vous êtes paralysé par la menace, vous ne faites rien. Alors, ne rien faire, c'est la garantie du risque zéro. Mais il n'est pas interdit non plus d'être ambitieux pour la France et de faire confiance à l'expertise, au savoir-faire, au professionnalisme des services de renseignement, des forces de sécurité intérieure, parce que sinon on n'aurait jamais fait la manifestation du 11 janvier 2015 après les attentats de Charlie, où
ou d'autres événements qui sont des événements qui sont à l'honneur de la France. Et donc la cérémonie d'ouverture des Jeux, bien sûr qu'elle présente un risque, mais face à ce risque, il y a aussi des gens très compétents pour organiser cet événement en sécurité. Merci monsieur d'avoir répondu à nos questions. C'était passionnant. Guillaume Fard, La lutte antiterroriste, vous l'avez coécrit avec Bernard Cazeneuve, c'est aux éditions PUF. Et puis vous viendrez peut-être nous voir aussi prochainement, puisque va bientôt sortir Flick Stories. Les grands flics se racontent aux éditions du Rocher. Merci à vous. Avec grand plaisir.